2 au 6 novembre prochain la première phase de vaccination au Cervarix, un vaccin qui permet de prévenir les lésions génitales précancéreuses. La campagne se déroulera dans la préfecture du Golfe et celle de Tchamba. 17 369 filles de 10 ans sont concernées. Et puis, un avion de ligne appartenant à la compagnie russe s'est écrasé dans la région d'Assana au Sinaï égyptien. L'Airbus avait à son bord 224 personnes, principalement des touristes russes. Les 224 personnes ont perdu la vie. Voilà pour le titre. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition de 20h. Un incendie a consumé en partie le marché d'Antokpa, réputé être le plus grand du Bénin. Le feu a ravagé une bonne partie de ce marché au cœur de Cotonou. Les informations indiquent que ce sinistre a pour origine un camion rempli d'essence frelatée. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'éteindre les vives flammes, mais l'incendie a occasionné beaucoup de dégâts par de pertes en vies humaines. Au Togo, le cancer du col de l'utérus, c'est la deuxième cause de cancer chez la femme. Plus de 500 cas de cancer du col de l'utérus seront détectés par an. C'est une infection persistante causée par un virus qui se transmet par voie sexuelle. Le gouvernement togolais et ses partenaires s'engagent à réduire le nombre de décès dus au cancer du col de l'utérus, et ceci à travers une campagne de vaccination qui se déroulera du 2 au 6 novembre prochain. Des précisions avec Clarisse Atticler. Au Togo, le cancer du col de l'utérus est devenu un problème de santé publique. C'est le deuxième cancer chez la femme après celui du sein. Plus de 500 cas sont détectés chaque année avec plus de 400 décès au niveau national. Le premier rapport sexuel précoce, la multiplicité des partenaires sexuels, le tabagisme, un système immunitaire affaibli sont autant de facteurs de risque qui prédisposent les femmes à cette pathologie. C'est un des cancers qui se soigne le mieux, mais également évitable par la vaccination. Une campagne de vaccination gratuite va justement se dérouler au Togo du 2 au 6 novembre prochain dans les districts du Golfe et de Tchamba choisis comme zone pilote. Dans ces deux préfectures, le taux de scolarité est fortement élevé. Nous avons 86% dans Lomé et dans le Golfe, et puis 83% dans la préfecture de Tchamba. Cette vaccination va se faire essentiellement chez la fille de 10 ans, la fille qui a 10 ans révolus. Et cette fille, on ne va pas la retrouver à l'hôpital, elle ne viendra pas à l'hôpital, on la retrouvera plus à l'école. 16 000 filles âgées de 10 ans révolues sont la cible de cette campagne à travers laquelle le gouvernement togolais et ses partenaires veulent réduire au maximum le nombre de décès liés au cancer du col de l'utérus au Togo. On travaille en amont, on n'attend pas que le cancer soit déclaré pour pouvoir agir. Vous savez que le cancer du col, il se contracte, c'est une complication d'une infection virale. Et c'est souvent cette infection se contracte au début de l'adolescence. Et le cancer, mais la maladie apparaît après 15 à 20 années. Et si la vaccination se fait dès maintenant chez des filles qui ont 10 ans, ça veut dire que lorsqu'elles auront 20 ans ou 30 ans, elles seront déjà à l'abri du cancer du col. Durant cette phase pilote, 2 doses du vaccin contre le papillomavirus humain seront administrées aux adolescentes en 6 mois d'intervalle. La campagne sera élargie après à toutes les régions du Togo.
c'est une approche pilote. C'est-à-dire, on commence par un secteur et dans un deuxième temps, une fois qu'on a tiré toutes les leçons de ce petit morceau, on va procéder à l'extension à l'ensemble du pays. Avec, au final, que ce vaccin soit intégré dans ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Après la première dose en novembre 2015, la deuxième dose sera administrée fin avril, début mai 2016 pour ainsi protéger les adolescentes toute leur vie. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler des instrumentistes en bloc opératoire. Ils organisent la prise en charge du patient et apportent une aide technique aux praticiens tout au long de l'intervention chirurgicale, une activité qui prend en compte les règles d'hygiène et d'asepsie regroupées en association. Ils ont au cours de cette journée réfléchi sur leur rôle et la nécessité pour eux de relever leur niveau dans l'exercice de leur métier. Antoine Thomas Ouvre. Après une formation, un technicien en instrumentation chirurgicale doit être apte à prendre en compte la gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement du secteur où il exerce, notamment la lutte contre les infections nosocomiales, infections contractées dans un établissement sanitaire. L'instrumentiste constitue donc dans les blocs opératoires un auxiliaire important dans la chaîne de l'équipe opératoire et son rôle est indispensable à la sécurité et au confort du patient et de l'équipe chirurgicale. Quand le malade rentre, on fait ce qu'on appelle le bilan par les anesthésistes pour voir les différents paramètres qui nous permettent d'opérer. Donc après le bilan, le chirurgien passe, il va examiner son patient et à partir de là on programme. Le jour opérateur maintenant, la composition de la salle, il y a l'anesthésiste, il y a un instrumentiste, il y a les chirurgiens et son aide. Donc l'instrumentiste est chargé de venir ouvrir très tôt le bloc, s'assurer de la fonctionnalité du bloc, la propriété, avant que le chirurgien arrive. Donc, c'est le même instrumentiste qui doit installer son patient. Il doit vérifier son matériel, l'état où on va opérer, et il l'installe. Après l'intervention, comme toujours on utilise les instruments, il faut les traiter. C'est l'instrumentiste qui est chargé de traiter. On les lave, on sèche et puis on passe à la stérilisation pour les interventions prochaines. Constitués en association, les techniciens en instrumentation chirurgicale planchent sur les questions de prévention des infections au bloc opératoire. Ceci dans l'objectif d'offrir des soins de qualité aux patients. La prévention des infections au bloc opératoire est justifiée par le fait qu'aujourd'hui, aucun patient ne souhaiterait venir à l'hôpital, et plus particulièrement en chirurgie, et ressortir avec une autre affection qu'il a contractée à l'hôpital et en particulier au bloc opératoire. Je peux dire que ce terme est justifié par ce besoin d'offrir aux patients les soins de qualité au bloc opératoire. L'Association togolaise des techniciens en instrumentation chirurgicale est créée en 2014 et se veut un cadre d'instrumentistes chirurgicaux pour renforcer les compétences et donner plus de visibilité à ce corps de métier. Sur tout autre plan, pour relever les défis liés au changement climatique, le WASCA, une école
de formation met sur le marché des étudiants qualifiés pour d'une part sensibiliser les populations et d'autre part les amener à s'y adapter. Des étudiants appelés donc à jouer ce rôle et issus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest viennent de recevoir le master de recherche sur l'environnement et les changements climatiques. Croix siglée, Charlotte Rousimé. Les changements climatiques, un véritable casse-tête pour les États qui devront désormais développer de nouvelles stratégies pour mieux faire face aux conséquences qui en découlent. Et dans la sous-région, le programme Wascal est l'une des solutions idoines. Il s'agit du Centre Ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Une institution régionale dont le programme vise à fournir aux étudiants des connaissances fiables pour mieux comprendre les effets néfastes des changements climatiques et à produire des rapports qui serviront à prévenir et à combattre, si possible, ces fléaux. L'objectif premier de Wascal, c'est de faire de la recherche scientifique pour apporter les évidences qu'il faut pour mieux comprendre le changement climatique, afin donc également de mesurer quels sont les impacts sur les systèmes écologiques, naturels, écologiques et les systèmes sociaux. Le volet de l'enseignement supérieur coordonne 6 programmes de formation de niveau doctoral et 4 programmes de niveau master, logés dans 10 universités des pays membres de Wascal. Le Togo, lui, abrite au sein de l'université de Lomé, dans les locaux du CIC, le programme master en changement climatique et sécurité humaine. Les changements climatiques, on peut le voir vis-à-vis de plusieurs thématiques, notamment quand il y aura le changement climatique, il fait très chaud. Qu'est-ce qui va se passer avec l'eau? Quand il n'y a pas suffisamment d'eau, parce que l'eau s'évapore, ça affecte l'homme. Comment l'homme doit faire pour s'adapter? Quand il pleut trop, il y a une inondation. Comment l'homme va faire pour s'en sortir? C'est pour ça que nous avons choisi cette thématique-là, qui est très importante, qui est transversale aux 10 programmes Wascal que nous avons en Afrique de l'Ouest. 10 nouveaux étudiants venus de 6 pays membres viennent de boucler leur parcours ici à Lomé. Cette deuxième promotion porte à 20 le nombre d'étudiants formés dans ce centre. Au-delà de la joie qui les anime, ils comptent déjà mettre leur savoir au profit de leur pays. À travers ce programme, on a appris comment atténuer et adapter. Actuellement, en Afrique, c'est vrai que nous produisons moins des gaz à effet de serre, nous contribuons moins au changement climatique, mais les effets, c'est plus sur nous. Parmi les récipiendaires, 2 compatriotes. Le Togo saura compter sur eux pour atteindre les ODD volets changement climatique. Le problème du changement climatique aujourd'hui nous interpelle. Et nous interpelle sur les problèmes de l'énergie, sur les problèmes de l'agriculture, sur les problèmes de la sécurité alimentaire et que sais-je encore. Donc, je me réjouis de constater qu'il y a de la matière qu'on peut mettre à contribution, que ce soit au niveau de nos ministères ou bien pour le Togo ou bien la sous-région, pour que le problème, le défi des changements climatiques puisse être relevé avec ces jeunes-là. Tous ceux qui sont formés sont des cadres de haut niveau mis à la disposition de nos États, nous permettant de nous accompagner efficacement dans l'élaboration des politiques, et notamment l'utilisation adaptée des terres. Ce sont toutes sortes de techniques qui permettront de maîtriser notre environnement. Le projet Wascal se veut un centre de recherche et de lutte contre les changements climatiques en Afrique. Il bénéficie de l'appui technique de la diaspora togolaise et du soutien financier de la République fédérale d'Allemagne. Il ambitionne couvrir
tous les pays de la CEDEAO. La Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale et le réseau des journalistes pour une pêche responsable en Afrique mettent en commun leurs efforts afin de voir instituer une journée africaine de la pêche artisanale. Ces différents acteurs mènent un plaidoyer sur le terrain pour expliquer et mettre en relief les défis en jeu de la pêche artisanale. Patrice Bocco. La pêche artisanale en Afrique à bout de souffle. Pourtant, elle demeure une pratique encore quasi quotidienne et assure tant bien que mal la sécurité alimentaire et le développement socio-économique des communautés. Aujourd'hui, elle est dépassée par rapport à ses équipements jusque-là rudimentaires. La Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale CAOPA et le réseau des journalistes pour une pêche responsable en Afrique, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, réagissent. Ceci à travers un plaidoyer pour l'institution d'une journée africaine de la pêche artisanale. Depuis 1 an et demi, nous avons commencé une campagne de plaidoyer pour demander à l'Union africaine de déclarer une année africaine de la pêche artisanale. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre de créer cette occasion-là pour donner plus de visibilité au secteur de la pêche artisanale qui contribue énormément dans le développement dans la plupart de nos pays en termes de création d'emplois, en termes de sécurité alimentaire. Et malheureusement, c'est un secteur qui reste souvent peu visible et les problèmes peu connus. Et nous disons que là, c'est une occasion en tout cas d'assurer cette visibilité-là pour permettre de résoudre les nombreux problèmes du secteur en vue donc du développement. Alors, au port de pêche de Lomé, la délégation de la CAOPA et celle du Région-Prao ont rencontré les acteurs et les professionnels de la pêche artisanale. Ils ont fait des témoignages, exprimé leur satisfaction et ont fait des analyses sur la situation et les enjeux de l'institutionnalisation de cette journée africaine de la pêche artisanale. Nous sommes tous d'accord avec eux. Si on peut instaurer tout ça pour mieux résoudre notre problème. Mon problème ici, au port de pêche ici, en venant, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de les hôpitaux, il n'y a pas de marché de poissons. On n'a pas même pas un frigo pour... Oui, il y a des temps que le poisson vient en abondamment, mais quand il n'y a pas le frigo, on vend ça moins cher. Nous avons besoin beaucoup d'aide, beaucoup d'aide, parce que l'érosion a tout cassé, a déplacé les pêcheries, a déplacé les zones de reproduction. Et nous devons les renouveler. Mais c'est difficile d'aller plus loin pour prospecter ces pêcheries-là. Mais on a besoin de moyens, de bateaux, bien, de moteurs plus sophistiqués pour travailler. Et là, puisque nous avons toujours la pêche artisanale, toujours traditionnelle, a toujours nourri son monde et continuera à nourrir son monde. Et si on l'aide mieux, mais elle ferait mieux. Pour la production des rapports afin de mieux soutenir cette campagne de plaidoyer, 6 zones de pêche ont été retenues, à savoir le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Tunisie, la Mauritanie, le Ghana et le Togo.
Jusqu'à présent, le programme de volontariat ne s'adressait qu'aux jeunes diplômés. Désormais, cette initiative est aussi proposée aux jeunes déscolarisés de 18 à 35 ans et sans aucune formation professionnelle. 1000 d'entre eux vont bénéficier de la phase pilote et ils seront impliqués dans des missions d'intérêt public pour des périodes de 3 à 6 mois. Emmanuel Diaclo, Nathalie Panegué. L'Agence nationale du volontariat au Togo diversifie ses services en œuvrant pour le volontariat des jeunes déscolarisés. C'est un projet qui promeut l'engagement citoyen, la solidarité, l'inclusion sociale à l'endroit des jeunes qui n'ont pas eu la chance de continuer les études. Et l'Agence nationale du volontariat au Togo veut leur offrir l'opportunité de contribuer au processus de développement du pays. D'abord, des jeunes Togolais âgés de 18 à 35 ans qui ont le niveau inférieur ou égal à la classe de terminale, qui doivent être mobilisés pour d'abord des formations sur les thématiques de citoyenneté, respect de la chose publique, le vivre ensemble, et ensuite vont participer aux activités d'utilité communautaire. Les jeunes déscolarisés ciblés par ce programme sont issus de toutes les régions du pays et doivent intervenir sur plusieurs thématiques de développement communautaire. Le volontariat des jeunes déscolarisés est le deuxième volet sur la série des 4 prévus par l'agence. Il est aussi annoncé pour les prochains jours 2 autres programmes, le volontariat d'expertise senior et le volontariat à l'international. Ceci pour aider les jeunes togolais à acquérir des expériences professionnelles en vue de leur employabilité. À l'étranger, un avion de ligne russe s'est écrasé au-dessus du Sinaï égyptien. L'Airbus A321 avait à son bord 224 personnes, principalement des touristes russes. Les 224 personnes ont tous perdu la vie dans une zone montagneuse. Les toutes premières images des lieux du crash fournis par les autorités égyptiennes. En plein désert, les débris de l'Airbus A321. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé les 2 boîtes noires de l'appareil, mais sur les 224 personnes présentes à bord, parmi lesquelles 17 enfants, il n'y a aucun survivant. Évacués du site par hélicoptère militaire, les corps des victimes sont transférés un à un vers le Caire en ambulance. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, ceux qui attendaient leurs proches à l'aéroport de Saint-Pétersbourg apprennent la terrible nouvelle. Les familles sont effondrées. J'étais en route vers l'aéroport quand j'ai eu un appel qui m'a informé du crash. Moi, j'ai ma fille qui était dans l'avion. J'étais chez moi quand j'ai appris qu'il s'était passé quelque chose. À cet instant, peu d'informations filtrent, mais tous savent déjà qu'il n'y a plus d'espoir. On attend des médecins légistes. Ils vont prendre nos empreintes ADN. On n'en sait pas plus pour l'instant. Alors que s'est-il passé ce matin? Il est 5h51 lorsque l'Airbus de la compagnie russe quitte Sharm el-Sheikh, direction Saint-Pétersbourg. Voici sa dernière position relevée par les radars au-dessus de l'Égypte. Après 23 minutes de vol, l'appareil décroche et s'écrase dans le désert. Ce soir, la compagnie russe n'avance aucune explication. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'avion était en état de voler, l'équipe était expérimentée, le pilote aussi. Il était respecté, on ne comprend pas. 129 corps ont pour l'heure été récupérés sur les lieux du crash.
Ce soir, 34 ont déjà rejoint la morgue du Caire. Demain, le président russe Vladimir Poutine annonce une journée de deuil national. Les groupes islamistes ont revendiqué cet incident, mais la Russie a démenti. L'école supérieure d'audit et de management ISAM a animé une conférence de rentrée académique 2015-2016 axée principalement sur les droits des entreprises contenus dans l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il s'agit d'amener les étudiants à bien cerner les outils de l'OADA. Gérard Lagoudou, Carmen Madi Akakou. C'est la première des 4 conférences prévues pour cette rentrée académique 2015-2016 à l'École supérieure d'audit et de management ISAM. Un rendez-vous d'échange et de partage entre experts en droit, responsables de sociétés, institutions financières, partenaires de l'école, étudiants et bien d'autres invités. Cette conférence est placée sous le thème « Évolution du droit des sociétés dans l'espace OADA, un outil de garantie et de sécurité du monde des affaires sur le continent noir ». Depuis que cette organisation a été créée, elle a élaboré un grand nombre de textes. Et parmi ces textes, il y a celui qui est relatif aux sociétés commerciales, qui est un acte uniforme, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Donc je suis venu entretenir les étudiants de l'ESAM sur l'évolution de ce droit à travers le temps dans les pays de l'espace OADA, pour montrer que ce droit a évolué et dans quel sens il a évolué et quelles leçons on peut tirer de cette évolution. Tous nos élèves qui sont sortis de cette école avec un diplôme de cette école ont tous trouvé du travail. Certains et beaucoup d'entre eux bien avant même de sortir. Donc pourquoi? C'est parce que c'est la méthode de travail que nous appliquons ici. On leur donne un plus par rapport à ce qu'on peut faire à l'université. Les responsables d'institutions présents à cette conférence ont exprimé l'intérêt que revêt cette rencontre dans l'économie nationale sans cesse croissante. Les banques s'appuient beaucoup sur le droit pour le métier qu'on fait. Et comme c'est un métier à haut risque, c'est le droit qui permet de nous guider. Donc, quand on a ces occasions, ça nous permet d'apprécier l'actualité du droit. En banque, il y a 3 grands piliers. C'est le droit, l'économie et la comptabilité. Depuis sa création, l'École supérieure d'audit et de management prône l'excellence sous la couronne du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et d'une reconnaissance à l'échelle mondiale. ESAM forme en droit, comptabilité, contrôle, audit, expertise, comptable, sciences, gestion et bien d'autres modules. La prochaine conférence est annoncée pour le 5 novembre sur les enjeux et défis de la décentralisation. L'ONG Plan International Togo a élaboré et mis en œuvre le projet Éducation sans violence. Une session de formation et d'information de masse sur cette problématique a eu lieu à Bandji et à Blitagar dans la région centrale. Il s'agit d'amener ces différentes communautés à proscrire la violence dans l'éducation des enfants. L'armac Bojona. Les femmes qui sont des ministres. Comment éduquer d'une manière non violente dans les écoles tout en prenant en compte le genre et l'équité, faire une rencontre de sensibilisation des parents, enseignants et élèves des cantons de Bandji et de Blitagar sont initiés par la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous dans le contexte du projet Éducation sensible au genre et sans violence de plan international Togo. Il est important de
scolariser tous les enfants, quel que soit leur sexe. On ne doit plus privilégier un sexe par rapport à un autre, un enfant par rapport à un autre. Et que dans la transmission du savoir, on doit privilégier les méthodes non violentes, la méthode apprise par exemple au détriment du châtiment corporel. C'est d'abord que la population puisse prendre conscience des aspects liés au genre et à la non-violence. Parce que ce soit en famille ou bien dans les écoles ou bien dans les centres d'apprentissage, ces thèmes souvent sont mal compris, souvent ça porte à des confusions. Le projet a démarré depuis le 1er janvier 2015 et prendra fin le 30 juin 2018. Donc nous avons en ligne la formation de 4400 enseignants sur les méthodes alternatives de l'éducation. Nous avons organisé les actions de plaidoyer pour l'élaboration des plans d'action visant à éliminer les châtiments corporels des établissements scolaires. Cette campagne de sensibilisation de masse a pour objet d'amener les communautés à scolariser leurs enfants, quel que soit leur sexe et le type du handicap. Il s'agit d'amener aussi les enseignants à utiliser les méthodes alternatives pour une éducation non violente. Le projet est exécuté dans 6 préfectures des régions centrales et plateaux. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président fort NJSPF a, au nom du chef de l'État, remis un important lot de matériel didactique aux établissements scolaires et des kits aux enfants démunis de la région des Savanes. Une occasion de sensibilisation à la citoyenneté et au civisme. Désiré à l'oreille. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président fort NJSPF en tournée dans la région des Savanes. Une tournée bras chargée du matériel didactique, des tables bancs, des plaques solaires, des équipements sportifs pour les établissements et des fournitures scolaires destinées aux élèves vulnérables. Le lycée de Bakwasi, le PP de Nassiergou, le collège et l'école primaire de Dancourt dans l'Oti, le CG et le PP Bojopal d'Antone, ainsi que l'école primaire d'Ipieni dans 5C sont bénéficiaires de ce matériel de renforcement. Nous remercions le donateur. Nous promettons avoir un bon pourcentage. Le chef de l'État, à travers la NJSPF, vole au secours des élèves démunis et par la même occasion renforce les établissements scolaires pour un enseignement de qualité au Togo. Ce lot important vient compléter les efforts déployés par les parents et par l'État pour assurer une bonne rentrée scolaire 2015-2016 qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, qui a été effective grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. L'action dans sa globalité vise à promouvoir l'excellence à l'école. Fier de cette action sociale du chef de l'État, la NJSPF compte élargir davantage dans le temps l'éventail des bénéficiaires. Elle a convié les enseignants et les apprenants à un bon usage du matériel composé aussi de documents scientifiques. Nous avons pris 2 jours pour sillonner certains établissements de la région des Savanes, et ceci grâce à la bénédiction de son Excellence M. Forest Zélan, qui nous a permis d'avoir dans nos valises plus de 120 tables bancs, près de 3500 cahiers, des matériels didactiques, des documents scientifiques, ceci pour venir non seulement donner un réconfort au monde scolaire de la région des Savanes, et surtout les transmettre les salutations et les souhaits de bonne rentrée 2015-2016 de la première autorité togolaise.
Partout, Noël de Poukna a rappelé aux jeunes les valeurs de paix, de citoyenneté et de civisme, paramètres incontournables pour construire le Togo dans l'unité. Il a convié les élèves à la discipline et les enseignants ainsi que les parents d'élèves au courage. Le Togo, avec Fort Nyazimbe, selon lui, a amorcé le développement socio-économique et politique à la jeunesse, relève de demain de contribuer à canaliser toute la population derrière la politique des grands travaux du président de la République. La 9e édition de la fête de la bière tire à sa fin et la brasserie Bébé de Lomé, pour marquer cette édition, organise demain à partir de 17h un méga concert. C'est un show musical entre Almok du Togo et Baby Philippe de la Côte d'Ivoire. Sonia Mélico, Rachel Aoukou. Avec nous. Baby Philippe, la guest star de la fête de la bière édition 9, est déjà à Lomé. Avec tous ses danseurs, il promet un show inédit ce dimanche après-midi sur le site de la fête de la bière. Je promets une très belle prestation avec beaucoup de nouveautés. Voilà, parce qu'en tant qu'artiste, ça sert à rien de venir jouer tout le temps les mêmes choses. Donc. Et vu le public qui sera là, je pense que j'ai tout pour devoir donner le meilleur de moi. CI Mr. Baby P on the track, man. Voilà, donc rendez-vous demain. Plus d'une dizaine d'artistes togolais accompagneront Baby Philippe ce 1er novembre, tout comme Almok. Moi, je suis sur mon territoire, j'ai pas besoin de vous inviter parce que je sais que vous serez là massivement sur la fête de la bière. Donc, on se dit à demain, soyez en basket et venez danser ma musique. Voilà. Je vous aime. Fête de la bière. En attendant la soirée VIP qui se tiendra le 7 novembre au centre aéré de la BCAO à Baguida, le public est massivement attendu demain en style Angelina et basket pour faire la fête avec Baby Philippe. Je vous ai dit qu'il est merveilleux. Dieu va venir de cieux, une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philippe, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Bibi Piachou, le chouchou de Nana. Je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Voilà. Voilà, ainsi sur FM ce journal, vous retrouverez à 22h30 Edem Support. Merci de votre présence.